Bonjour à vous, amis de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, samedi 3 août, 10h30. J'ai vraiment de la chance, je passe après les terres saintes de la belle et bonne musique. Voilà, ça va. C'est peut-être un présage pour l'émission du jour. Je salue évidemment nos amis de Géopolitique Profonde, du libre journal de Géopolitique Profonde. J'étais en studio, j'étais pas en studio, j'étais derrière là à écouter cette passionnante émission sur l'Ukraine et la Russie. D'une des émissions qu'on n'entendrait nulle part ailleurs, puisque les médias ont fait leur choix de faire de l'Ukraine la grande victime. Visiblement, il en va autrement dans la réalité, et c'est important d'avoir des témoins qui ont vu de leurs propres yeux, qui ont enquêté sur la réalité de cette terre ukrainienne. D'ailleurs, je salue Monsieur Pelé, qui a fait un travail remarquable, et évidemment Nicolas et Lara qui lui ont donné la parole, parce que c'est important de donner la parole à ceux qui font des enquêtes, qui vont sur le terrain, et pas donner la parole à ceux qui sont essentiellement sur les plateaux. Je remercie évidemment et je salue la sublime, la magnifique Virginie, qui passera tout le mois d'août ici à Radio Courtoisie avec vous, pour vous, et qui fait cette réalisation merveilleuse tous les jours. Je crois qu'elle ce matin était déjà là à 6h du matin à Radio Courtoisie. Elle n'a pas pris de passe, elle n'a pas pris de QR code. C'est la réalisatrice sans QR code. Bravo à elle, parce que sachez, chers amis de Radio Courtoisie, heureusement Radio Courtoisie, il n'y a pas d'autre QR code, mais tout autour, visiblement, il y en a besoin. C'est les JO de l'amour et de la fraternité, mais aussi, bien entendu, du contrôle. Et voilà, il faut vous contrôler, c'est ça aussi, les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le contrôle permanent qui va devenir définitif, sachez-le. Ce n'est pas transitoire, c'est le contrôle définitif. Je salue aussi évidemment le CIO, Estanguet et compagnie, qui nous ont mis, et Madame Pécresse, bien sûr, Madame Pécresse, la fabuleuse Madame Pécresse, qui a doublé le prix du ticket. Donc dorénavant, pour venir à Radio Courtoisie, il faut payer un ticket à 4,20 €. Et pour ceux qui se rappellent encore du franc, un ticket à 25 francs. Donc dorénavant, les tickets coûtent 25 francs. C'est fabuleux. Allez, quand j'étais jeune, il n'y a pas très longtemps de cela, pas sous François Ier ou Louis XIV, mais dans les années 90, le ticket coûtait 5 francs. Aujourd'hui, c'est 25 francs. C'est la plus grande inflation du ticket de métro. Alors, je ne sais pas ce que dorénavant le métro a comme nouveauté. Je crois à rien, Je crois même que le métro aujourd'hui est de moins bonne qualité qu'il y a 25 ans, mais il coûte 25 francs. C'est magnifique. Voilà, c'est la Nouvelle-France, c'est fabuleux. J'aime ça. Je suis tellement heureux. Je mets mes lunettes roses là ce matin. Je mets mes lunettes roses, tout va bien. Les lunettes roses qui permettent de vivre dans un monde parallèle, dans le monde parallèle de la Nouvelle-France macronienne, hidalguiste et tout ce qui s'ensuit. C'est fabuleux. Qu'est-ce que je suis content de payer des impôts. D'ailleurs, tiens, Monsieur Macron passe, c'est la plus belle partie de sa vie là actuellement au fort de. Il fait des allers-retours entre le fort de Brégançon ainsi que les Jeux Olympiques. C'est magnifique. Vous le voyez là, ces belles photos. Il est sur son jet ski actuellement, et je suis fier de payer des impôts pour que Monsieur Macron fasse du jet ski. Je suis tellement content. Je suis même prêt à payer le double
d'impôts pour que notre ami Emmanuel Macron puisse encore plus avoir de jet ski, de yachts, etc. Je salue aussi le budget, le nouveau budget de l'Élysée qui est à 125 millions, 15 millions de plus que l'année dernière, enfin qu'il y a 2 ans, pardon. Donc 125 millions sur l'année 2023. Sur l'année 2022, le budget était à 109 millions, donc je suis fier de payer ces impôts. Et là, je salue notre ami Tarak Sassi, qui travaille, qui est parisien, qui est citoyen, et qui est grand militant contre le crack à Paris, et contre surtout le système de Madame Hidalgo. Bonjour cher Tarak, comment ça va? Bonjour. Compliqué de venir, hein? Ouais, compliqué de venir. Après, citoyen, j'ai plus le temps. Ah, pas citoyen, comment je dois dire ça? Aujourd'hui, je suis créateur de divertissement, je suis travailleur associatif et puis on va dire que j'essaie de bouger là où je peux vivre parce que à Paris, ça devient de plus en plus dur de C'est vivre. compliqué Paris, ouais. La preuve en est, je n'habite plus à Marx-Dormois, j'ai été dégagé de mon appartement. Comment ça? C'est-à-dire qu'avant vous habitiez le 18e arrondissement. Ouais. Alors je vais présenter un peu Tarak à nos auditeurs. Alors sachez que là on est en direct, donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires, des questions. L'objectif aussi est de pouvoir vous répondre. Donc Tarak est un Parisien, et il milite contre le crack à Paris. J'ai fait nombre de reportages avec lui à la colline du crack, à la Porte de la Chapelle, à Marx-Dormois, Porte de la Villette aussi. Et on a pu montrer sous forme de vidéo les ravages du crack. Et les ravages du crack et de la drogue en général, malheureusement, ce n'est pas que des faits un peu comme ça dispersés sur Paris, c'est quelque chose de général, il faut se le dire. Général et qui n'a pas du tout quitté Paris. Quand on va à Porte de la Chapelle, tout autour de l'Adidas Arena, c'est catastrophique. Et je travaille aujourd'hui en centre d'hébergement d'urgence, je travaille indirectement avec la Drill. Quand je pars sur le chemin du travail pour monter Porte de Saint-Ouen, ça veut dire que je sors de Stade de France. Pour monter jusqu'à Porte de Saint-Ouen, c'est un défilé de sans domicile fixe, de misère, de personnes en état de déchéance. C'est incroyable. Et ça, c'est sur plusieurs portes de Paris, jusqu'à limite Porte de Clichy. C'est affligeant, c'est affligeant. Alors, surtout qu'il faut préciser une chose, ce n'est pas comme on a pu connaître dans notre enfance ou adolescence, le clochard d'antan, parfois même un peu philosophe ou avec sa villageoise. Là, on est vraiment dans des gens qui, en plus d'être dans une misère sociale dans la rue, sont beaucoup d'entre eux drogués. Tout à fait, tout à fait. Et on a tout type de profil. On a tout type de profil. On a du migrant. On a de la personne qui est venue clandestinement. On a des personnes qui ont quitté le Hauts-de-France, soit par fugue, soit parce qu'ils ont été dégagés par l'ASE. Et puis, ils se retrouvent dans cette routine. En gros, ce qu'on voit à Philadelphie, à Détroit, on le retrouve à Paris. Donc, ça veut dire un petit peu, on a en quelque sorte le système social un petit peu international, classique, qu'on pourrait trouver au Canada et aux États-Unis. On le retrouve en France, à Paris. Et ça, en fait, c'est en quelque sorte, pour moi, une volonté un petit peu politique internationale. Ça veut dire dire que les drogues sont là, on va les démocratiser, on va accompagner à la consommation. Pour nous, c'est la solution. Et là-dessus, bon, moi, je vais pas trop non plus m'étendre là-dessus parce que tu as bien vu déjà l'omerta qu'il y a dessus et pas seulement... Et les pressions judiciaires. Voilà, pas seulement. Il faut. Bon, alors, on le dit aux auditeurs. Ouais. Toi et moi, on a été. Alors qu'on a fait un reportage à la Porte de la Chapelle et à la sortie de cette autoroute, eh bien, on a vu, on a filmé les gens, on a fait des, on a fait des témoignages, etc. On est poursuivi en justice
Ouais, Voilà, c'est fou quand même, quoi. ouais. Pour soi-disant diffamation, quoi. Donc bon, bah, c'est comme ça, hein. Diffamation sur des propos que ni moi ni toi avons tenus. Et surtout, en plus, genre, ceux qui ont fait de la diffamation, c'est quand même ceux qui ont mis 75 008 porte de la chapelle, c'est pas 75 018. Donc déjà, genre, s'il y a diffamation, c'est bien eux. Et eux, en fait, ce qu'ils ne supportent pas, c'est que il y a des gens qui s'affirment sur leur idéologie et qui disent ce que vous faites est nocif aux gens des quartiers. Et moi, je le dis tout simplement, Porte-la-Chapelle, c'est un quartier de mixité ethnique. C'est un quartier très populaire. C'est un quartier extrêmement fragile et qui normalement devrait être un bassin d'emploi, comme beaucoup de villes dans le 93. Quand on voit Rosny-sous-Bois, c'est un bassin d'emploi, ça bouge. Le 93, c'est pas que la misère, contrairement à ce qu'on croit. Et au lieu justement de dynamiser Porte-la-Chapelle et d'en faire vraiment la porte de Paris, on en a fait vraiment un cloaque à misère, un cloaque Bah, à... surtout que Porte de la Chapelle, c'est l'entrée de Paris pour les touristes. C'est-à-dire que tout touriste qui vient visiter Paris passe forcément par la Porte de la Chapelle. Quasiment tout le monde passe par Porte de la Chapelle pour entrer sur Paris, pour rejoindre aussi la principale gare d'Europe. Et au final, en fait, ce qu'ils voient, c'est une misère, mais incroyable. Et je veux dire, je le dis à chaque fois, mais tout s'est accéléré depuis le printemps arabe et depuis justement les décisions politiques, que ce soit de Nicolas Sarkozy, qui a décidé de faire la guerre à la Libye et donc de massacrer un grand soutien du développement de l'Afrique, qui était Kadhafi, et qui a soutenu aussi la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui on en est là, c'est en grande partie à cause des présidents François Hollande et Emmanuel Macron. Enfin, désolé, Emmanuel Macron n'a rien fait pour arranger les choses, mais Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est vraiment eux aujourd'hui qui nous ont mis dans cette situation. Et surtout que Nicolas Sarkozy, quand on l'écoutait, il nous ressortait exactement les mêmes mots qu'Éric Zemmour ou Bardella ou quoi que ce soit. Si t'es pas content, casse-toi. Tu manges pas du cochon, on te met deux assiettes de frites. Et au final, personnellement, dans le temps, je vois pas la différence entre le programme de Sarkozy, le programme de François Hollande et le programme de Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a, faut le dire, voilà, des migrants ou de l'immigration qui arrive aussi en masse, c'est parce que Monsieur Nicolas Sarkozy, par le biais de sa guerre en Libye, a déstabilisé l'Afrique, quoi, en gros. Oui, 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 oui. Et quand on veut de la souveraineté pour la France, on veut de la souveraineté aussi pour les autres pays. Et le problème, c'est que quand on a des décideurs qui ont été élus, qui ont fait des promesses et qui, au nom de votre nation et de votre peuple, vont foutre la merde ailleurs et forcément après vont vous faire payer les conséquences, il faut prendre compte de ça et il faut aussi commencer à se dire qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses et qu'est-ce qu'on fait pour aussi améliorer la vie de ces pays là-bas et les laisser se développer. On n'a pas forcément besoin euh, j'ai pas envie de créer de problème, de citer des noms ou quoi que ce Bah, soit. vas-y, hein. On n'a pas besoin. Allez, vas-y, vas-y, parce que j'ai pas envie de. On n'a pas besoin de grands milliardaires français, peu importe, qui soient dans la pétrochimie, dans les paquebots, quoi que ce soit, pour venir soi-disant apporter du boulot dans ces pays-là. Parce qu'au final, ces pays ne se développent pas. Ces pays, on prend leurs ressources humaines. Aujourd'hui, il faut aller voir les hôpitaux de France à grande majorité, surtout sur Paris, ce sont des professionnels du médical issus de l'Afrique maghrébine et de l'Afrique subsaharienne. De moins en moins en fait de professionnels français restent parce que d'un côté le médical ne paye plus, le médical ne paye plus, donc forcément le professionnel du médical, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exporter, il va aller ailleurs. Donc qu'est-ce que fait la France? Elle prend ses ressources humaines de ces pays-là, de ces pays issus de la francophonie, et au final, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la ressource humaine, on appauvrit un pays, on l'empêche de se développer. On l'empêche de se développer. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On continue à mettre encore plus de misère. Et on attend aujourd'hui voilà, que
un milliardaire vienne apporter un investissement ou je sais pas quoi, qui au final, il n'apporte rien parce qu'il va apporter encore plus d'exploitation, encore plus de misère et encore plus de corruption. Et on l'a vu en Guinée, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Mali, on l'a vu au Sénégal. C'est Moi, je vais juste dire un truc. Comment ça se fait qu'on peut trouver Carrefour partout en Afrique et qu'il n'y a pas une seule franchise de supermarché africain en France? Ça n'existe pas. Orange est partout en Afrique, mais vous n'avez pas une Tunisie Télécom n'existe pas ici en France. À un moment donné, il faut aussi voir euh, qui se développe où et qui vient juste en fait faire les métiers de service sans pouvoir justement développer, avoir son autonomie et sa souveraineté. Donc soit on parle de souveraineté collective et de respect pour tous et de développement commun, soit à ce moment-là, bah, on continue dans ce bordel et ce bordel-là, bah, c'est le bordel qu'on a aujourd'hui. Mais là, c'est l'État. Là, on parle de l'État. Du coup, est-ce qu'on est en train d'absoudre là Madame Hidalgo sur ce qui se passe sur Paris? Et Madame Hidalgo, je ne sais même pas aujourd'hui si elle a encore un pied dans le réel. Je veux dire, elle a quand même eu l'exploit d'aller se baigner dans la Seine pour montrer jusqu'au bout que la Seine était propre. Moi, j'aimerais bien savoir si elle a vomi comme les autres du triathlon ou qu'est-ce qu'elle a fait. En tout cas, bon, elle avait une grosse combinaison quand elle est partie. Je sais qu'elle elle a vraiment mis la tasse. D'ailleurs, je félicite ses compétences, hein, quand même, elle sait nager, hein, Ah oui, heureusement. Waouh. Mais dites-moi, Tarek, voilà, voilà, Nicolas Sarkozy, Hollande ont fait que voilà, des migrants arrivent en France. Du coup, Madame Hidalgo, sans être son avocat, comment elle peut gérer ça? Et comment elle le gère aujourd'hui? Elle le gère pas parce que idéologiquement, elle est nécessairement dans l'humanitaire de spectacle. L'humanitaire de spectacle, ça veut dire il faut qu'on accueille tout le monde, il faut qu'on soit gentil avec tout le monde. Et ces Jeux Olympiques, de toute façon, ils représentent bien cette idéologie creuse. Cette idéologie creuse, bah, on est gentil, on accueille tout le monde, on est bien avec tout le monde. Mais au final, derrière, il y a des conséquences. Derrière, bah, c'est des gens comme moi qui se font expulser de chez eux parce que Comment ça, expulser? bah, j'ai été expulsé. J'ai eu une. Toi, t'habites le 18e arrondissement. Voilà. Voilà. 18e arrondissement. Déjà depuis 2021, j'avais un avis d'expulsion parce que le propriétaire voulait vendre, que le logement déjà était considéré comme insalubre, comme beaucoup de logements sur Paris. Donc, au lieu de faire les travaux pour des locataires, ils préfèrent faire des travaux pour vendre à quelqu'un qui va faire du Airbnb. Et c'est ce qui s'est passé. Et bah moi, qui travaille dans le social, euh, j'ai rien trouvé pour me loger. Et j'ai alerté Emmanuel Grégoire en personne, j'ai alerté Anne Hidalgo à plusieurs reprises, qui avait dit qu'elle s'occuperait de mon dossier. Je tiens à rappeler qu'en arrivant sur Paris, je suis resté 10 ans sans domicile fixe. Parce que, au final, on va toujours vous dire oui, tu es français, la République, la République, la République. Mais ton nom et ton prénom te rappellera toujours que au moment où est-ce que tu vas déposer ton dossier pour louer ou faire certaines choses, on va te rappeler qui tu es. Et Sur le très logement souvent, social? non, sur le logement tout court, parce que le logement social, c'est de D'accord. la loterie. Et des fois, c'est de la mauvaise loterie. Franchement, quand tu tombes sur des trucs sur la Villette ou Stalingrad ou même Porte-la-Chapelle, franchement, vaut mieux vivre dans un bidonville avec les Roumains que de vivre là-bas. Il faut voir l'état d'insalubrité de la plupart des HLM Des là-bas. HLM, des logements sociaux Oui, 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 oui. appartenant à la ville de Paris, des appartements d'insalubrité. Appartenant à la ville de Paris, qui ont aussi ben, des lots de logements sociaux qui sont un peu partout en Île-de-France et qui sont vraiment dans une insalubrité. Et quand on veut louer normalement, c'est pas forcément ça. Et très souvent, c'est des propriétaires boomers de gauche, pas que des gens de droite, qui vont dire ah bah c'est déjà loué, ah c'est déjà pris. En fait, il y a une espèce d'hypocrisie. On nous demande en fait constamment de vouloir nous intégrer, mais la base, ça veut dire l'accès au logement, on l'a pas. L'accès au logement, aujourd'hui, c'est catastrophique. L'accès au logement, et pas que pour des gens issus de l'immigration, pour des Français, pour des gens qui viennent de province, qui cherchent à améliorer leur niveau de vie en venant sur Paris, ça devient impossible. Je veux dire, quand on est capable aujourd'hui de voir des annonces en colocation à 600 € pour une demi-chambre, quand on voit aujourd'hui qu'une
Ici même, on est capable de louer dans le 16e des chambres de bonne sans toilette à 800, 700 euros, 900 euros. Et là, ça explose plus encore pendant la période des JO. Mais où on va? À un moment, elle est où la logique? À quel moment tu te projettes dans un pays quand ne serait-ce qu'avoir un toit sur la tête, tu l'as pas? Tu peux pas. Tu peux pas. Je veux dire, déjà, je veux dire, tu vis sur Paris. Tu sais déjà que Paris ne t'accueille plus comme elle aurait pu t'accueillir à l'époque. Il y avait encore un peu à l'époque de Delanoë. Et que aujourd'hui, pour faire des choses basiques, vivre, manger, tout simplement, on est dans une telle euh, bobotisation et embourgeoisement du niveau de vie de Paris que la personne simple ne peut pas vivre. Mais Et comment l'expliquer ça? Juste par cet embourgeoisement? en fait, en gros, on est en fait dans la vente de l'esprit de Paris. Cette cérémonie que tu as vue, qui a été extrêmement... Satanique, faut le dire. Moi, je dirais pasolinienne. Je sais pas pour les gens qui ont regardé Pasolini. Et franchement, les gens qui ont déjà regardé du Pasolini, s'ils sont pas tombés dessus par hasard ou ils n'ont pas été obligés, et qu'ils aiment bien Pasolini, faudrait vous poser des questions quand même, les gars. Et là, en fait, ouais, c'était pasolinien, hein, ce qu'on a vu. C'était vraiment pasolinien à 100%. Il n'y avait pas besoin de chercher à droite, à gauche. Pasolini a toujours été dans le blasphème. Pasolini a toujours été dans ses représentations transgressives, érotiques. C'était du pasolinien à 100%. C'est l'esprit qu'on a eu. Et voilà. Et je reviens, en fait, Paris va de plus en plus vers une population qui est capable de gagner 6 000 euros par mois au minimum et pas vers une population basique comme nous qui tournons autour des 2 000 euros, des fois même moins, parce que quand tu te retrouves à payer ta mutuelle et ceci, cela, il te reste pas grand-chose. Et que on fait tout pour dégager euh, tout ce qui est petit travailleur, petit fonctionnaire ou personne simple de Paris pour vraiment garder en fait ce cadre bourgeois parce que Paris en fait est devenu un bijou mondial qu'on doit réserver à une certaine élite au niveau mondial. Quoique, oui, ça c'est une réalité, mais après, lorsque l'on voit la propreté de ce pays, on se demande s'il n'y a pas derrière ça un double, enfin une forme de dystopie, quoi. Regardez, on voit des rats chaque jour, quoique pendant les JO, un peu moins quand même. Là, un peu moins. Un peu Un peu moins. moins, mais ça reviendra, ça reviendra. Mais après, ce qui se passera, c'est que forcément, il y aura des quartiers qui vont être de plus en plus protégés, et qui vont aller vers la spéculation, encore plus de spéculation immobilière. On va avoir certains quartiers populaires qui vont être au fur et à mesure grignotés pour être gentrifiés et changés. Et déjà, on le voit avec certaines banlieues. On le voit déjà avec certaines banlieues qui se sont gentrifiées, qui deviennent bobos et qui font partie d'un projet du Grand Paris. Paris, bien sûr, Paris a son histoire. Paris ne va pas changer, bien sûr, en 10 ans. Ça, c'est un plan sur les 50 années à venir. Anne Hidalgo, elle travaille avec toute une équipe pour préparer le Paris qu'on verra dans 30, 50 ans. C'est pas nous, là maintenant, personnellement, avec nos problèmes et notre désarroi et aussi notre souffrance ou les problèmes d'insécurité ou les problèmes sociaux qu'on va avoir qui vont l'intéresser. Elle travaille pour un plan sur 30, 50 ans. Et je pense que chaque élu du président de la République, en passant par le conseiller, enfin le président de conseil régional, pareil, départemental ou simple maire, ils ont toujours une politique qui aura ses conséquences dans 30 à 50 ans. Elle n'est pas sur l'immédiat. Ils sont toujours là, en fait, à faire des promesses sur l'immédiat. Et peu importe, hein, toute tendance confondue. Ils font des promesses sur le moment, mais en réalité, ils travaillent sur un agenda qui ira vers 30-50 ans, pas C'est dans la- l'immédiat. c'est l'agenda, en gros, du World Forum économique mondial, quoi. Voilà, parce que derrière, il y a des gens qui mettent des sous. Derrière, il y a des gens qui ont des attentes. Derrière, voilà, on sait qu'il y a, je parle à chaque fois de milliardaires,
Et maintenant, tu sais, avec les procès qu'il y a, moi j'ai peur, j'ai pas envie de citer des noms. On sait que derrière Paris, il y a un grand milliardaire qui tient tout. L'homme le plus riche du monde, qui est d'ailleurs, pour moi, hein, et d'ailleurs, je lance un appel, hein, si des gens... Parce que je vais te dire une chose. Bon, allez, c'est Bernard Arnault, on a compris que c'était lui. Moi, j'ai rien dit, moi. Bon, moi, en tout cas, moi, je le dis, Bernard Arnault est le président bis, ou plutôt le président, pour moi, c'est vraiment le président, c'est lui qui choisit le Premier ministre, qui choisit aussi de virer Madame Borne. C'est lui qui, avec sa femme, est très ami avec Brigitte, qui lui présente le Gotha des chanteurs et rappeurs, tout le Gotha R&B, rap, etc. C'est lui qui habille Brigitte aussi. Enfin bref, il fait tellement de choses. Il s'est même acheté la rue de Rivoli d'ailleurs. Bref, et s'il y a quelqu'un, s'il y a un journaliste qui m'écoute peut-être et qui a enquêté sur ce système, moi je le prends tout de suite. Hein. Demain, il vient ici et je l'amène, je fais un reportage. Tu fais partie des derniers journalistes et tu as bien vu que le journalisme ne paye pas. Ça sert à rien en fait. En gros, au bout d'un moment, tu dis des vérités. C'est pour ça que moi je te dis, je suis citoyen, je m'en fous. Et je suis dans le divertissement. Aujourd'hui, je préfère encore apporter du bonheur à travers des divertissements sportifs, du rire, de l'action sociale directe et humaine. Et on ne regarde pas qui est la personne, qui est sa conviction religieuse, quelles sont ses convictions politiques, et essayer de rassembler, plutôt que aujourd'hui, révéler des choses sur lesquelles les gens vont passer. Parce que tu sais, tout le travail que tu as fait, je te l'ai dit, hein, il est formidable sur les JO. Tu as fait une bonne analyse, tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais les gens s'en foutent, en fait, en réalité. Tu crois ça qu'en fait, les gens, l'information qu'on peut leur donner sur les dessous de quelque chose, ça leur passe à travers dorénavant? Mais regarde l'état du système dans lequel on est. Donne-moi la différence entre Nicolas Sarkozy, et François Hollande et Emmanuel Macron. Pour moi, c'est le même mandat. On a juste changé les têtes, mais c'est le même mandat, c'est le même truc. Et c'est une continuité de l'Union européenne. Les gens sont là, ils acceptent. Les gens sont là, en fait, ils voient ce qui se passe, ils acceptent. Ils voient l'inévitable, ils acceptent. On court vers une troisième guerre mondiale qui, j'espère, ne nous touchera pas. Ils acceptent. Ils acceptent. Pourquoi ils acceptent? C'est quoi? C'est une sorte de déni derrière? En fait, on les a tellement habitués justement à être en quelque sorte dans même plus parce que moi je te parle de divertissement populaire, mais on a le divertissement politique qui est constant. Qui À l'époque, on arrivait à en faire quelque chose avec les guignols de l'info, ça faisait rire, c'était pas mal. Il y avait aussi le bébé de show. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'esprit critique. Il n'y a plus ce qu'on pouvait retrouver avec les inconnus. Maintenant, on a un humour de merde, soit un humour potache, soit un humour blasphématoire, parce qu'il faut à tout prix blesser les gens pour montrer que nous, on est irrévérencieux, on n'est pas comme tout le monde, nous, hein, on est les descendants de Voltaire. Mais vas-y. Et au final, l'esprit critique n'existe plus. Donc les gens, en fait, sont bercés. Moi, les gens, je te le dis, hein, dans les quartiers, les gens étaient affolés par les législatives. Ouais, non, mais il faut qu'on bouge. On est né ici. T'es né ici, mais t'es juste bon qu'à pousser les chariots. T'es juste bon qu'à être sur les boulots au SMIC ou être un alibi politique. T'es né ici, mais t'as quoi? T'as quoi comme avenir ici? Si un jour tu dégages, bah, tant mieux, fais-toi un avenir ailleurs. Il y a bien eu un jour Moïse qui a pris son peuple et qui est parti et qui a essayé de faire quelque chose avec son peuple. Si un jour tu dois partir, pars. C'est quoi le problème? Les gens étaient là, ils étaient affolés. Ouais, il faut faire barrage. Et puis, tu connais cette fameuse expression droitard, le vote castor. Bah, le vote castor, il a eu effet. Mais je te sens très pessimiste aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais il y a de quoi être pessimiste. C'est-à-dire que tu as vu législative, tu te dis oh là là, c'est pas possible, on est revenu. Et moi, je savais que c'était un cirque. Regarde, je suis dans le catch. Ouais. Je suis dans le catch. Voilà, moi, je suis le premier catcheur tunisien, donc je connais. Et là, en fait, les politiciens nous volent notre travail. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous volent notre travail. Moi, je savais déjà comment ça allait se passer.
Et désolé, C'est une farce, quoi. On vit et dans une désolé, farce. je vais employer une expression de la rue, mais Macron, il a baisé le game. Il a fait en sorte que tout le monde, bam, 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 bam. Et au final, il revient avec 170 députés quand même. Et il y a une telle instabilité qu'aujourd'hui, on ne peut pas fixer véritablement un gouvernement qui n'aura pas vraiment de majorité, mais qu'au final, les décisions qu'il va devoir faire passer ou qu'il va devoir donner, il les fera. Il sait ce qu'il fait. Il savait ce qu'il faisait. Et les gens se sont tous précipités. Les gens ont tous cru qu'il y allait avoir un changement. Bah, surtout que entre nous, on voit là que Macron vit sa vie, quoi, magnifique, parce que Et on sa le best voit, life. sur Voici, sur son jet, sur son pas jet, sur son navire, ah oui, sur son jet ski aussi, pardon. Il bronze tranquillement, puis après le soir, il vient faire la collade à Teddy Riner et Léon Marchand. On n'entend plus Madame Le Pen. Mais Elle est moi, devenue muette. mais Je sais moi, pas ce qui se passe. mais Marine Le Pen, elle était là, elle était à fond derrière comment ça s'appelle, les travailleurs du Nord et tout ça, là. Puis au bout d'un moment, son côté 9-2, son côté bourgeoise, il est revenu. Elle a envie des gros sièges. Elle aime, tu sais que je la voyais, moi, sortir souvent de l'Assemblée nationale et tout. Elle kiffait cette life. Elle kiffe cette life. Elle a envie d'être là-dedans. Tu sais, Hénin Beaumont, c'est pas son truc non plus. Donc au bout d'un moment, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On laisse soi-disant cette trêve politique, mais après, elle repartira. Elle va forcément trouver un fait divers sur lequel s'accrocher. Elle trouvera forcément un truc. Par contre, voilà, pour revenir à Emmanuel Macron, il est là, il prend dans les bras Teddy Riner ou la personne qui n'a pas eu la médaille d'or parce qu'elle a perdu. Mais moi, j'aimerais bien qu'Emmanuel Macron, il aille à la sortie des supermarchés et qu'il prenne dans ses bras le papa qui a réussi à faire ses courses et nourrir sa famille, et puis qu'il vienne prendre dans les bras la maman qui a eu paiement refusé. Ça, j'aimerais bien qu'il fasse ça, Emmanuel Macron. Ah. Alors, tiens, question d'auditeur. Mais qui vote pour Madame Hidalgo? C'est vrai, parce que moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire: ah, Madame Hidalgo, quelle mère formidable. Mais qui vote pour elle? Tous les cyclistes, déjà. Ah ouais. Ils Mais sont bon, ça nombreux. fait pas 100 000 personnes quand Ah même. non, mais attends, mais regarde les rues de Paris. Regarde les rues de Paris. C'est une cyclocratie. On vit dans une cyclocratie. Ça y est, c'est fini. Paris, c'est à l'époque, tu voyais tous ces travailleurs chinois en vélo et tout. T'étais impressionné. Mais là, maintenant, t'as la même chose sur Paris. T'as la même chose sur Paris avec des cyclistes qui ne respectent rien et qui savent même plus ce que c'est qu'un passage piéton. Et c'est devenu une vraie folie. Donc, à eux qui votent. Et Ouais. ensuite, quel est le profil de l'électeur de Madame Hidalgo? Alors, le profil de l'électeur de Madame Hidalgo, c'est quelqu'un qui va s'indigner parce que le toxico qui est en bas de chez elle, il fait caca devant tout le monde. Et elle se sent gênée par la mendicité agressive. Donc elle va manifester, elle va s'indigner. Mais par contre, elle est d'accord pour qu'on maintienne la salle de shoot à Gare du Nord. Voilà, c'est ça C'est assez antinomique. Mais oui, mais oui. C'est-à-dire que t'as Mmh. des gens qui vont créer le collectif, là, alors, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a eu tellement qui ont servi à rien. Donc, Voilà. moi, j'en ai créé un collectif Paris Anti-Crack. J'ai créé aussi le collectif 93 Anti-Crack qui, malheureusement, m'a été volé par le Parti communiste à Aubervilliers et à Pantin, avec l'appui du maire, M. Kern. Ils vont créer tous ces trucs-là. En règle générale, ces collectifs, ils vont juste servir un truc, à se réunir. Soit en hiver, faire des dégustations de vin chaud, en manifestant soi-disant, et soit en été, se réunir dans une terrasse à café, boire un truc, balancer des idées, et le lendemain, il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Paris, en 2026, restera à gauche, quoi. Paris va aller soit à gauche, soit vers la Macronie, vers une tendance macroniste. Ou, allez, au pire, elle va être mélenchoniste. Mais jamais elle passera à droite. C'est fini. La sociologie de Paris fait que la droite n'y arrivera plus. Sarkozy a tué la droite. Il faut être clair. Sarkozy a tué la droite. Sarkozy a dit exactement toutes les conneries que Zemmour sortait. Il les a dit. Zemmour les a repris. Il a mis une petite sauce à la Bruno Maigret.
Il a cru que ça allait marcher. Au final, c'est retombé. Parce que Marine Le Pen, elle avait un tel socle populaire que bah, elle allait forcément exploser. Et aujourd'hui, ben, la droite telle qu'on connaît, entre les serpents perfides comme Ciotti, entre les Estrosi qui deviennent des macronistes, entre Xavier Bertrand qui dirige le Hauts-de-France, qui est le haut de chômage tellement il y a pas d'espoir, il n'y a pas de travail, et il il a rien à proposer, entre Pécresse qui malheureusement ne sait pas où elle va, ne sait pas sur quoi s'engager, et puis tout le reste, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un Jacques Chirac, Fini. maire de Paris, quoi. Ça, c'est. Jacques Chirac, il avait cette force. Il avait cette force. Et pourtant, quand j'étais jeune, je l'ai critiqué, hein. Je l'ai beaucoup critiqué. Mais avec le recul, quand on voit Jacques Chirac, c'était un mec qui avait une posture, qui était populaire, qui tendait la main à tout le monde, qui était capable de parler aux Arabes, qui était capable de parler aux Africains, qui était capable de parler aux Français de toutes les régions, parce qu'il connaissait toutes les régions. Il était capable de parler aux Américains. Il était capable de faire une diplomatie. Il était capable de faire rayonner. Le rayonnement que la France a eu pendant la période de Jacques Chirac, il faut être clair, il faut l'admettre, entre la Coupe du Monde, entre tous les trucs qu'il y a eu, le rayonnement de la culture française et l'enrichissement et tout ce qu'il y a eu au niveau des créations, on l'a jamais autant atteint que l'époque Jacques Chirac. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, c'est ce que je vois avec mes yeux de quarantenaire. Mitterrand, moi, c'était plus voilà, la guerre, encore la guerre, et allez, vite fait, Jacques Lang et la Bastille. C'est tout ce que j'ai vu. Mais Chirac, malgré que c'était quelqu'un qu'on disait être de droite, il était plus populaire que les gens de gauche. Même les gens de gauche l'aiment, pour te dire, tu vois. Alors, pour en revenir à Paris, alors voilà, toi, tu alertes sur la montée du crack sur Paris. Il n'y a pas que le crack aujourd'hui, hein, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a encore comme drogue? Bah, la drogue du zombie, elle est là. La meth, C'est quoi la drogue du zombie? La drogue du zombie, je me rappelle plus exactement de la substance. J'avais déjà filmé 2-3 fois sur Twitter une personne qui en avait pris. Donc elle est là, la meth est là. On a plusieurs nouvelles drogues, plusieurs médicaments transformés, comme Sarour ou Madame Courage qui est en pleine explosion et qui touche aujourd'hui de plus en plus de mineurs. Et nous, ce qu'on avait proposé, et on l'avait proposé en région, c'était de faire au minimum, au moins de la prévention dans les lycées, dans plusieurs quartiers, parce que aujourd'hui, on a la France qui devient le premier marché européen et l'un des principaux marchés mondiaux de la consommation des stupéfiants. On a alerté. C'est pas comme si j'avais alerté un ou deux ministres. J'ai alerté Castex en personne. J'ai alerté Elisabeth Borne en personne. J'ai pas eu un entretien, mais j'ai eu 2 entretiens avec Gabriel Attal. Darmanin en personne, ici même dans le 16e, qui s'est engagé à venir à Porte-de-la-Chapelle, il l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Macron, qui avait décidé la seule fois où est-ce qu'il est venu pendant les présidentielles, il est venu une seule fois en banlieue, c'était à Saint-Denis. Macron, pour ne pas parler avec moi, il m'a fait dégager 4 fois par sa sécurité qui nous a brutalisés et qui a brutalisé le vice-président de mon association, Mohamed Bader. Et pour qu'on ne parle pas de la drogue, parce que je sais pas pourquoi, en fait, il est allergique à ce sujet. C'est bien beau de se balader à Marseille, de venir avec et d'essayer de s'inventer un accent chatoyant, mais avant de partir à Marseille, occupe-toi déjà de ta capitale, occupe-toi de ce qui se passe à 1 kilomètre de l'Élysée. T'es même pas capable de le faire. Mais le problème de la drogue, dorénavant, parce que là, on parle de Port-de-la-Chapelle, de la Villette, etc., mais ce n'est pas que ces endroits. Je vais donner un exemple. Port de Saint-Cloud, qui est à 500 mètres Oui. de la radio, Oui. c'est infesté de dealers. Bien sûr, parce qu'il y a de la demande. C'est-à-dire que la drogue, dorénavant, s'est propagée dans l'ensemble de Paris. Et la mairie de Paris, sa réponse, c'est créer des salles de shoot. Quand même, la cocaïne, ça reste quand même la bonne cocaïne. La cocaïne, ça reste un produit de luxe. Et même les dérivés qu'on va en faire, ça va être toujours avec le fond de ce qu'il y a de dégueulasse de la cocaïne.
mais la cocaïne sera toujours un produit de luxe. Donc c'est normal qu'ici ça explose. C'est normal qu'on va trouver des gens ici avec des sachets de drogue et qu'aujourd'hui le problème ce n'est plus le cannabis. Aujourd'hui le problème ce sont ces drogues dures. Ce sont ces drogues dures. Pierre Palmade, c'est vraiment le symptôme qui a toujours existé et qui est représentatif du malaise qu'il y a dans les quartiers riches de Paris et dans les banlieues riches de Paris. Et qu'on est en train de se mentir à croire en fait que c'est un sport de pauvres. Et moi, je t'invite, peut-être qu'en banlieue, tu vas plus trouver de gens qui vont peut-être tenir avec de l'alcool, peut-être tenir avec autre chose, mais rarement avec de la cocaïne. La cocaïne, vraiment, c'est un produit de luxe. C'est pas un produit. Je veux dire, j'ai pas des potes tous les jours, ils sont à Sevran, ils sont en train de se faire des lignes. Non, non, c'est un produit de luxe. Il faut avoir un certain moyen. J'ai même un salaire, je sais pas, de 2500 euros ne te permettrait pas d'avoir une consommation constante de cocaïne. Tous les gens qui sont tombés dans la drogue dure avec des petits salaires, ils ont commencé à faire quoi? Vendre leurs affaires, vendre leurs meubles, vendre tout ce qu'ils ont, perdre leur boulot, commencer à voler et avoir des problèmes parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc, c'est clair que ce que tu vois à Porte de Saint-Cloud, ça va continuer, ça va se préserver et ça va même subériser et bien s'organiser. Et qu'est-ce que c'est exactement une salle de shoot? Alors, une salle de shoot. Alors, normalement, déjà, quand tu dis une salle de shoot, c'est une expression C'est à le. l'époque qui a été inventée Ouais. pour contrer Marisol Tourelle, qui faisait partie du gouvernement de François Hollande, et qui parlait de salle d'accompagnement à la consommation. C'est-à-dire qu'on aime bien rajouter des mots à rallonge pour dire voilà ce que c'est une salle de shoot. Parce qu'en gros, la personne, elle rentre, elle va venir, elle va trouver des seringues propres. Par contre, la seule chose qu'elle va ramener avec elle, c'est sa drogue, la drogue qu'elle va s'injecter. Et donc, dans ces salles de shoot, elle va avoir tout un cadre sanitaire pour pouvoir se shooter et repartir après en étant complètement défoncé. Et donc, à cause justement de cette salle de shoot, la salle de shoot qui se trouve à Gare du Nord, il y a plusieurs quartiers aujourd'hui qui sont impactés par le trafic de drogue, dont Barbès, quartier de la Chapelle, Porte-la-Chapelle, le quartier de Gare du Nord. Et aujourd'hui, c'est 3 arrondissements qui, indirectement, sont touchés, le 10e, le 18e et le 19e. C'est-à-dire que combien il y a de ces salles de shoot dans Paris? Pour l'instant, on en a une et on a une salle. Je te l'avais montré, la fameuse salle de crack. Alors, la fameuse salle de crack, elle a été déplacée. Elle n'est plus sous le pont qu'on avait filmé. Ils ont des plus grands locaux et ils sont collés à un centre d'accueil pour mères célibataires. D'accord. Voilà. Mais là, parce qu'on a été, toi et moi, dans le 18e, où il y a un endroit où viennent des drogués et c'est collé à une école. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça, c'est pas vraiment une salle de shoot. Ils distribuent. Alors, c'est. Ils distribuent quoi? Ils distribuent des pipes à crack. Alors, c'est-à-dire que, en fait, la mairie de Paris a officialisé la consommation de drogue. Il y a des salles où des gens viennent se droguer, et il y a d'autres endroits où, en gros, on leur donne de quoi se droguer. Alors, on va pas porter que le discrédit, pas le discrédit, on va pas porter l'anathème sur la mairie de Paris uniquement. On peut parler de Nantes, on peut parler de Strasbourg, on peut parler de plusieurs villes, Toulouse, qui ont appliqué cette méthode et qui aujourd'hui est soutenue et financée par le gouvernement actuel et qui a encore plus été soutenue, c'est pour ça que je l'avais rencontré, Castex, par une personnalité de droite. Qu'on ne se trompe pas, Castex est une personnalité de droite et il a soutenu tout ce protocole d'accompagnement à la consommation sans jamais être allé dans nos quartiers. Et c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, pourquoi vous n'êtes jamais venu rencontrer les gens, être dans nos quartiers? Aujourd'hui, en plus, M. Castex s'occupe de la RATP, donc il est dans sa direction indirectement ou directement impacté par le trafic de drogue et la toxicomanie. Donc, je pense qu'il peut comprendre que le fait de banaliser ces salles de shoot, ça ne va pas aider. Pourquoi on n'amène pas déjà vers plus de prévention? Présenter les risques déjà aux jeunes et surtout le sevrage. Le sevrage, on dirait que c'est un mot interdit. L'injonction de soins, on dirait que c'est des mots interdits.
mettre sur tutelle certains toxicomanes qui sont extrêmement dangereux pour eux-mêmes, on dirait que c'est interdit. On dirait que la France, elle est destinée en fait à voir des gens partir à la dérive et n'avoir aucun moyen. Tu sais, la première fois qu'on avait sauvé une fille qui venait de Saint-Brieuc, les parents étaient au désespoir, ils ne savaient pas. Au bout de 2 jours d'enquête, on a retrouvé la fille. La fille avait 13 ans. Je ne donnerai pas son nom, j'en dirai pas plus. De toute façon, c'est consultable et l'affaire, elle est même passée sur BFM TV, sur RMC, mais ils ont choisi de ne pas présenter voilà, des gens de banlieue, des gens issus de l'immigration qui font des gestes, qui font des actes citoyens et des actes que normalement la police devrait faire. Ils n'ont pas voulu le montrer, ils sont restés dans leur délire, un peu comme aussi CNews peut le faire. Jamais, en fait, ils veulent montrer que des gens issus de banlieue, des gens issus de l'immigration, ou des gens même d'origine maghrébine ou des primo-arrivants vont faire des actes héroïques, des actes citoyens et qui ne tolèrent pas ça. Donc cette fille en question, elle avait 13 ans, elle venait de Saint-Brieuc, elle a été happée pour être d'abord draguée par quelqu'un qui l'a mis d'abord sous la drogue et ensuite qui l'a prostituée dans ses tentes. Et tout ça, c'était aux yeux et au fait de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est financée par l'État. Et qu'est-ce qu'a fait l'État quand on a fait ce constat? Quand on a dénoncé tout ça, et on ne l'a pas fait sur une seule mineure, on l'a fait sur au moins 3 mineurs. 3 mineurs où on a pu avoir, après, quand on avait réussi à trouver la fille, l'appui de la police, qui ont fait des opérations de police sur place et qui ont fait retourner toutes les tentes sur la Villette et qui ont retrouvé ces gens-là. Et malgré ça, malgré ce constat, en fait, on reste désarmé parce que si la personne décide de se droguer, décide de donner une fausse identité et que derrière, les associations en question qu'on ne nommera pas parce qu'on a assez d'embrouilles comme ça, et vive la liberté, si ces personnes-là, elles décident en fait d'être suivies par ces associations et de continuer leur drogue et on doit respecter leur anonymat, les familles ne peuvent rien faire à part regarder les membres de leur famille, leurs fils, leurs sœurs, leur père ou leur mère se détruire au fur et à mesure. C'est à se demander pourquoi on paye des impôts. Alors, on va passer le Bobino Radio Courtoisie pour qu'on reste une radio libre. Alors, je suis avec Tarak Sassi, collectif anti-crack, un citoyen contre le système de Madame Hidalgo. Alors, question d'auditeur, est-il vrai que le trafic de drogue est aujourd'hui intégré au calcul officiel du PIB ou s'agit-il d'un canular? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Le trafic de drogue a sauvé l'économie mondiale en 2008. Oui. Ça a permis de financer beaucoup de business, ça a permis de blanchir beaucoup de choses. Et faudrait juste vous poser des questions. Il y a certains artistes qui sont bancals, qui excusez-moi du terme, puent la merde, et sont toujours là. Ils justifient un certain blanchiment d'argent. Faut pas se leurrer. Bien sûr, oui, c'est intégré. Alors, bonjour et bravo pour l'émission en direct, ce qui est plutôt rare sur la radio cette saison minée par les Jeux Olympiques. Bravo aussi pour le franc-parler de votre invité, mais que pense-t-il de l'immigration en France et de sa gestion, lui qui en est issu? Voit-il un lien entre drogue et immigration, shit venu du Maroc, mineurs non accompagnés, reconvertis en trafiquants, etc. Est-il favorable à une répression et sous quelle forme? Alors, quand on parle de répression, moi, la première chose, et qu'on parle de cannabis, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est Charles Pasqua, François Mitterrand, qui avait fait tellement de choses pour que tout ce hashish rentre très facilement en France et qu'on ait tout un trafic de drogue organisé. Donc déjà, dire que l'immigration est le responsable du hashish, alors que le hashish aujourd'hui n'est plus vraiment le plus gros problème qu'est la France, c'est faire des raccourcis. Après, ce que je pense de l'immigration, je trouve que l'immigration telle qu'elle a été faite, et je le redis encore, c'est un préjudice pour les pays d'origine comme pour la France, mais surtout pour la population française, mais pas pour les grands patrons. Parce qu'au final, eux, les grands patrons, ils auront toujours les ressources humaines et ils trouveront toujours un lien de cause à effet, justement pour vendre leur franchise, comme je le disais, que ce soit Orange, Carrefour et compagnie,
dans ces pays pourvoyeurs d'immigration. Et qu'au final, l'immigration, elle crée une schizophrénie. Par exemple, moi, j'ai aucun mal à dire que je suis tunisien, je m'attache beaucoup à la politique tunisienne, que si je peux retourner vivre en Tunisie, je le ferai. Si je peux faire quelque chose justement pour aider la Tunisie, je le ferai. Mais en aidant la Tunisie, j'aiderai la France. Pourquoi? Parce que si la Tunisie est stable, ce sera moins d'immigration clandestine, moins de problèmes qui viendront à la France. Et des fois, j'ai l'impression que les Français ne se mettent pas en tête qu'il faut penser comme ça et qu'il faut cultiver la binationalité au lieu de la nationalité unique. Et que la binationalité, en fait, elle a ses profits et elle a ses richesses. Elle a ses richesses. Et ça, peut-être qu'il n'y avait que Jacques Chirac qui le comprenait. Que justement, la binationalité, le fait que on ait des citoyens français qui ont une deuxième nationalité, qui peuvent être des ambassadeurs de la francophonie, qui peuvent aussi, à travers ce qu'ils vont acheter en France, les amener là-bas, créer des marchés et créer des rentrées d'argent en plus. C'était quelque chose d'inconsidérable et de bénéfique. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas réussi à faire ce que les Anglais ont fait avec le Commonwealth. Les Anglais avec le Commonwealth, je sais pas en fait si vraiment ils ont réussi quelque chose. Parce qu'il faut voir l'état de l'Angleterre et ce qu'est le Commonwealth. Le Commonwealth, il va pas prendre l'Inde en compte. Alors que l'Inde, c'est une ancienne colonie anglaise, qui sont anglophones, qu'aujourd'hui, l'Inde est en train de devenir une puissance énorme qui va s'asseoir avec la Chine, la Russie et d'autres. Et qu'aujourd'hui, le Commonwealth, en fait, c'est quoi? C'est des endroits où on reconnaît encore la couronne d'Angleterre. Et il n'y a rien de plus. Alors que la France, il y a eu l'histoire de la colonie. Mais il ne faut pas se limiter à la colonie parce que si on veut chercher à parler de colonie, tout le monde a colonisé tout le monde. Tout le monde a colonisé tout le monde. Une partie de l'Europe, voire une partie de la France, a été colonisée pendant 8 siècles par les Arabes. Ensuite, il y a eu la Reconquista. Tout le monde a colonisé tout le monde. Si on se focalise sur la colonisation, on n'avancera jamais. Il faut se focaliser à maintenant. Qu'est-ce qu'on a de commun? On a une langue anglaise qui nous permet de parler avec tout le monde. On a une langue française, même si elle a été issue des colonisations, c'est quand même quelque chose de fort dans notre culture. Que ce soit pour la Tunisie, que ce soit pour le Cameroun ou le Sénégal, c'est quelque chose de fort. Et avec ça, on doit bâtir une francophonie qui est économique, qui est de culture, qui est d'échange et de construction commune, mais pas juste une francophonie qui sert à des milliardaires et qui sert à être pourvoyeur de main-d'œuvre en appauvrissant ces pays. Donc pour moi, en fait, le résultat de l'immigration et le concours de l'immigration tel qu'on le voit aujourd'hui, pour moi, c'est une schizophrénie. Et pour ce qui est de la répression, que ce soit envers les mineurs ou les trafiquants de drogue, on en parle depuis longtemps, mais jamais rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'on fait, par contre, pour prévenir? Qu'est-ce qu'on fait pour encadrer ces mineurs? Et il n'y a pas besoin de frais énormes, tels qu'on peut le voir en les mettant dans des hôtels qui coûtent super cher, en leur payant à chaque fois leur bouffe. Et qu'aujourd'hui, on sait qu'on a plein de fermes qui sont abandonnées, où est-ce qu'on peut créer des communautés, où Emmaüs nous a montré un exemple qu'on peut suivre et qu'on ne veut pas concrétiser. Emmaüs, vraiment, sur ce qu'ils font, sur la gestion, que ce soit des sans-abri de toute nationalité, souvent même en état de clandestinité, et comment ils en font faire des compagnons, et comment ces compagnons ils deviennent utiles à la société. Comment ça se fait en fait qu'on n'arrive pas à reproduire ce modèle? Et comment ça se fait qu'on est encore aujourd'hui sur des modèles qui n'ont pas fait leurs preuves et qui ont montré leur inutilité depuis Sarkozy? Oui, mais aujourd'hui, le modèle, faut se dire, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est d'avoir de la main-d'œuvre pour le grand patronat. Voilà, c'est ça le modèle. C'est tout. C'est tout. Et puis après, ces gens-là, on les jettera pour avoir d'autres qui vont arriver. Attends, nous, qu'est-ce qu'on a vu lorsqu'on est parti à Port-la-Chapelle? On a vu des gens, des malheureux qui dormaient par terre, qui étaient des zombies. On aurait même pu avoir des faveurs sexuelles pour 1 euro. Ouais. Pour 1 euro. Ouais.
des faveurs sexuelles. Ouais. Imaginez, ben c'est quoi? C'est des gens que la gauche d'SOS Méditerranée a soi-disant sauvés pour les amener à Port-de-la-Chapelle. Chers auditeurs, vous avez la chance d'avoir un animateur radio qui est un vrai journaliste de terrain qui prend des risques. Et moi, j'en suis témoin. Parce qu'il a été avec moi sur le terrain. Et tu te rappelles, il faisait -5 à ce moment-là. Oui. Et on avait quelqu'un qui était sans pantalon et pieds nus. C'est vrai. Tu sais que cette personne est morte? Je t'avais dit qu'elle allait mourir. Ouais. Elle est morte. C'est pas surprenant. Et tu sais aujourd'hui le nombre de ces toxicomanes qu'on voyait gambader et marcher aujourd'hui qui sont en chaise roulante ou amputés? C'est réel. C'est réel. Voilà. Voilà le résultat. Et d'un côté, oui, j'ai approché, parce que malgré tout, moi je cherche toujours à discuter. Hein. Je suis pas favorable à la politique d'Hidalgo, mais je suis personne. Par contre, voilà, je suis venu vers elle, je suis venu vers Emmanuel Grégoire, je suis venu aussi vers Emmanuel Macron et toute sa clique, et je suis venu vers Pécresse, je suis venu vers Patrick Caram, et je leur ai parlé de ces solutions qu'on peut avoir sur le terrain, mais aussi dans les pays où on sait aujourd'hui qu'il y a de l'immigration clandestine, et la prévention et les choses qu'on peut mettre en place justement pour faire en sorte que ça se réduise. Mais personne ne veut les mettre en place. On continue, en fait, on est toujours dans le même délire, on est toujours dans la même aliénation, et on est toujours dans les mêmes oppositions politiques, avec une extrême gauche qui te dit « Allez, il faut accueillir tout le monde, moi je veux que Fatoumata, qui porte le voile, elle marche avec Pedro, le transsexuel ». C'est ça, j'ai fait un résumé d'un programme d'extrême gauche. Et de l'autre côté, t'as Éric Zemmour qui nous demande de nous convertir au christianisme. Non, ça ne le demande pas parce qu'il aime pas trop le Christ, lui. Ça, il l'a dit dernièrement, il a dit... C'est récent. Hein. Non, lui, ce qu'il aime, c'est plus les églises, tout ça, à la rigueur, mais en tant que monument. Il aime bien les sapins. Et peut-être les sapins, mais lui, et ça, vous pouvez retrouver, il l'a dit sur RTL, que le Christ, en tant que Christ... ça il aime pas du tout. Ça il aime pas du tout. Et ça, pour le coup, quelqu'un qui dit ça n'est pas digne de confiance. Mais oui, mais le truc, c'est qu'il a quand même séduit des millions de personnes avec Reconquête. Il les séduit plus, hein. Là c'est terminé. Hein. Ouais, mais il l'a quand même fait. Hein. Il les a séduits en ayant ce discours comment ça s'appelle, de christianisme, il faut aller vers les églises. Justement, voilà, j'invite les gens, peut-être des gens qui sont en Reconquête, hein, qui nous écoutent, à voir des vidéos où Zemmour parle du Christ comme d'un ennemi. Hein. Je crois même qu'il utilise ce terme. Je te montrerai tout à l'heure, tu vas voir. Ouais, et ça, pour moi, c'était excessivement choquant. Et je suis très content qu'il ait fait le faible score qu'il a eu aux législatives. Je dis très sincèrement, je crois que 0,5 ou 0,6%, voilà. Et quitte la politique. Moi, ce qui me fait mal, en fait, c'est que ces élections législatives, ça a été des millions d'euros dépensés alors qu'on est en crise. Et que ces millions d'euros aujourd'hui, moi, si je te dis que la veille, j'avais ma voisine qui a fait un malaise et que elle a appelé les pompiers à Sevran, que les pompiers ne sont pas venus, qu'il a fallu que j'arrête la première voiture venue pour la faire monter et la ramener à l'hôpital, c'est réel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de moyens. Il y a plus de moyens. On met 500 millions dans une cérémonie qui ne parle que à la bourgeoisie et qui est dans un délire pasolinien. On a mis 1 500 000 pour nettoyer... 1 milliard 400 millions. 1 milliard. 1 milliard, excuse-moi. 1 milliard. Ouais, pas 1 500 000, ça aurait été un cadeau. 1 milliard, 1 milliard 500 voilà. millions. Voilà. Pour nettoyer la Seine. Pour nettoyer la Seine qui reste quand même une vase à caca. 2 milliards, t'imagines le nombre de pompiers qu'on aurait pu embaucher, le nombre d'hôpitaux qu'on aurait pu faire. Aujourd'hui, avoir un médecin traitant, ça devient un luxe en France. Et tu te rappelles ce que je t'avais dit dans nos interviews, que la France sera Monaco pour les riches et le Brésil pour nous. Et c'est le cas. C'est vrai. C'est-à-dire que comme on va à Rio, on peut voir des très beaux quartiers, traverser une rue et tomber sur une favela. Voilà. Et c'est devenu ça en fait. Même Paris, c'est devenu ça. Ouais. Mais l'ensemble de la France aujourd'hui est devenu ça. Toute la France. Ouais. On a tellement voulu donner d'euros,
de globalisation, de- d'intérêt justement pour une élite qui est milliardaire, qu'au final, on s'est dépossédé. Quand je te parle de ça, je veux dire, les autoroutes, normalement, c'est un bien qui nous appartient. Et là, je te parle en tant que personne qui a vécu sur la Côte d'Azur, est-ce que pour toi, c'est normal qu'une personne qui dépense je ne sais pas combien d'essence pour faire Cannes-Nice, ça veut dire 30 kilomètres, elle doit dépenser 7 euros en autoroute? C'est normal? Ce sont les choses normales dans ce pays. Et Euh, on s'est fait déposséder des choses qui nous appartenaient, qui ont été données à des milliardaires et qui deviennent hors de prix. Et les entreprises publiques, en fait, sont abjectes. Je veux dire, quand tu appelles la poste mobile, que tu trouves avec une plateforme téléphonique au Sénégal, en Algérie ou au Maroc, et que la personne qui te répond est juste là pour te faire patienter et te faire poireauter, pendant qu'au siège à Cergy, ils ne foutent strictement rien. C'est ça aujourd'hui la Poste, qui a créé la Poste Mobile, la Banque Postale, qui crée des franchises à travers une entreprise publique et qui enrichissent une élite. Pendant ce temps-là, bah, toi, tu continues à galérer, toi, tu continues à être dans la même merde et tu vas partager le métro du même clandestin qui est dans la même merde que toi, c'est tout. le métro, dont le ticket dorénavant coûte 4,50 €, je vous le Ouais, rappelle, hein, ouais. alors qu'il coûtait 2 € il y a encore un mois. Alors, la seule solution n'est-elle pas un coup d'État militaire pour évacuer la dictature de la démocratie marchande, puisque les élections qu'elle organise elle-même, de toute évidence, ne servent à rien, bien sûr. L'histoire, c'est long et souvent brutal. Alors, vous voulez faire des coups d'État? Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Euh, la Tunisie de Ben Ali, et ça peut choquer certains, la Tunisie de Ben Ali, c'était une croissance, c'était un pays du tiers-monde qui était devenu un pays en voie de développement. C'était un président qui avait des accords et qui pouvait peser sur les accords méditerranéens, sur les accords d'échange, sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, la Tunisie, c'est un pays où on ne trouve plus d'huile. C'est un pays où la jeunesse est prête à mourir en mer Méditerranée depuis son coup d'État militaire qui a été appuyé par Oui, Nicolas mais à l'époque, Sarkozy. Ben Ali était un bon président, alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un bon système, hein. Un bon Un bon dictateur. dictateur. Un bon Un bon dictateur. dictateur. Un dictateur éclairé. Je ne sais pas si c'était un dictateur éclairé, mais je peux te dire que à son époque, les mosquées étaient ouvertes 24 heures sur 24, que les gens pratiquaient mieux leur islam. Et je dis pas, je sais pas quoi, mais qu'aujourd'hui, la plupart des mosquées sont fermées, qu'on est dans une méfiance, qu'on a plusieurs sectes, dont le chiisme aujourd'hui qui arrive en Tunisie parce qu'on paye des gens. C'est un bordel sans nom aujourd'hui, la Tunisie, alors que c'est un pays avec des ressources, avec beaucoup de richesses à exploiter, beaucoup de potentiel. C'est un pays qui produit des ingénieurs qui aujourd'hui vont travailler ailleurs et qui ne rapportent pas chez eux et qui au final ben, va continuer sa descente aux enfers. Et on ne sait pas alors si c'est la Russie, la Chine ou le FMI qui va racheter la Tunisie. Après, vous voulez encore un coup d'État militaire? Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, regardez ce qui se passe en Libye, regardez ce qui se passe en Irak et regardez ce qui a été avorté en Syrie. Donc, si vous voulez un coup d'État militaire en France, rappelez-vous que la Révolution française, elle a mis 200 ans à peu près pour essayer de se stabiliser. Et encore, je veux dire, on n'en voit pas vraiment les Oui, mais résultats. bah, justement, après la Révolution française, il y a eu un coup d'État militaire qui n'a pas été négatif pour le coup. Négatif. Je veux dire, tu sais, on a une succession de guerres, les massacres, et là c'est un arabe qui te le dit, les massacres de Vendée. Oui, non, mais après la Révolution, je parle de quand Napoléon vient, c'est un coup d'État militaire. Bon, Alors moi, je peux vous dire, les Français, ça, ce sera toujours le problème. Les vas-y. Français, les Français, ils créent des trucs incroyables. Le cinéma, c'est les Français qui l'ont créé. Aujourd'hui, c'est les Américains qui s'enrichissent. Les Français, ils ont créé le catch à travers leurs forains et leurs circassiens. Aujourd'hui, c'est les Américains qui font des milliards d'euros avec. Et c'est moi aujourd'hui. Oui, parce que toi, faut dire les choses, toi tu es catcheur. Voilà, moi je suis Tu catcheur. es catcheur, Voilà. voilà. Et c'est moi le gentil Tunisien qui essaie de le faire survivre sur Paris. T'es Euh, le descendant de Lino Ventura. mais même Lino Ventura, il a pas assumé son passé catch. Tu Ah sais, ouais? ouais, il a pas vraiment assumé. Moi, je suis. Comment je suis pionnier. Je suis le premier, de toute façon, je suis le premier dans ce que je fais à tous les niveaux. Donc, je sais pas si je suis le descendant
spirituel de Lino Ventura, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je dois beaucoup à Monsieur Jackie et Flash Gordon qui m'ont beaucoup apporté dans le catch. Et je te disais, oui, donc la France, en fait, elle invente des trucs. Mais c'est Et pas elle qui en profite. voilà, elle en profite jamais. C'est vrai, ça c'est vrai. Elle en profite jamais. Et ça continue. Ça continue comme ça, ad vitam aeternam. Alors tiens, j'ai un auditeur qui est pas d'accord avec toi. Ouais. Alors, je ne suis pas d'accord avec votre invité. Je suis contre la double nationalité qui fait qu'une personne vote à la fois ici en France et dans son pays d'origine. Comment cela se passe-t-il quand ces deux pays sont en désaccord? Et je suis un plouc qui suis ici par ma famille depuis toujours et qui ne vote qu'en France. En plus, le double national peut partir ailleurs. Si cela va mal, moi, non. Ah, si. Avec ma nationalité unique, je suis un demi-national. Tiens, qu'est-ce qu'on peut... Parce que j'entends souvent aussi ça, des gens qui me disent oui mais regardez, voilà, moi je suis un Français de souche et puis on s'en fout de ma gueule en fait. Alors, moi je vais répondre à ce Français de souche parce que j'ai vécu 2 ans au Canada. Donc je lui dirais, va voir le nombre de Français de souche qui se sont installés au Canada, qui ont aujourd'hui la double nationalité canadienne. Et certains maintenant aujourd'hui sont les États-Unis, ils essaient d'avoir leur carte verte. Donc en fait, les nationalités, c'est qu'une histoire d'opportunités et de moyens, c'est tout. Parce que moi, avec mon passeport tunisien, moi, je veux voyager nulle part. Par contre, avec mon passeport rouge, je peux voyager partout. Donc c'est une réalité. Je vais pas te dire non, voilà. Et moi, j'ai pas demandé à avoir cette nationalité française. C'est mon père qui est parti, qui est mort tunisien, qui a fait cette demande quand j'avais 15 ans. Et en ayant grandi, je vais encore faire ma petite victime. Parce que la Côte d'Azur, quand même, c'est la France de Zemmour. Hein, faut pas se... J'ai grandi avec Salarabe et d'un seul coup, on dit ouais, Tarek, t'es français. Oh, ça m'a fait un choc. Ah bon? On va arrêter de me traiter de Salarabe? Oh, je comprenais plus trop. Voilà, c'est ça. Mais en gros, ma nationalité, elle me confère des droits, mais est-ce qu'elle me confère des privilèges? Je suis logé à la même enseigne que tout le monde au niveau du droit. Et franchement, voter en France, dites-moi aujourd'hui ce que ça apporte. Dites-moi les changements que ça a amené. Ça fait 3 présidents de suite qui ont exactement la même politique. Et je vous le donne en mille, même si Marine Le Pen passe, elle aura exactement la même politique que Mélanie. Il n'y a rien qui va changer. Donc, c'est bien de dire, ouais, tu peux voter, t'es plouc, je sais pas quoi. Non, déjà, il n'y a pas de plouc. Quelqu'un qui est proche de son terroir et qui est proche de ce qu'il est, il peut être fier de lui. Et voilà, je revenais sur ce que je disais. La France, elle a une histoire incroyable. Si elle mettrait rien que l'histoire de France en série Netflix, elle serait au top du box-office. La Révolution française, moi, je la connais par cœur. Si tu es français et que tu es fier d'être français, et moi, c'est en apprenant l'histoire de France que je me suis attaché à mes racines, donc indirectement, c'est une bonne chose. Si tu dis, putain, j'apprends l'histoire de France, ils ont des belles racines, moi aussi j'ai envie de connaître mes racines. Et c'est de là que j'ai découvert que j'avais des origines soudanaises, j'avais des origines libyennes, que j'avais une partie de ma famille qui venait d'Asie. C'est intéressant, tu apprends l'histoire de France, ça te donne envie de connaître qui tu es, de t'ancrer. Et ça ne t'empêche pas, même si tu as ton attache avec tes pays d'origine, d'aimer la France et d'aimer l'histoire de France et d'aimer les Français. Parce que moi, la France, grâce au catch et grâce à Flash Gordon, j'en ai fait le tour. J'ai vu ces villages, j'ai vu ces villes. Et la France, c'est magnifique. Et c'est pour ça que je te dis que la France, ça va être un territoire privilégié pour une oligarchie et que on reviendra toujours au même truc que je t'ai dit. Pour la population, ce sera le Brésil. Pour les riches, ce sera Monaco. C'est tout. Et que j'ai pas choisi d'avoir cette double nationalité. Mais dis-moi une chose. Est-ce qu'en France, qu'on soit français de souche, qu'on soit français issu d'immigration, ou je sais pas moi, ou même personne qui vient avec carte de séjour, est-ce qu'on aime assez la France? Pour aimer la France, faut... La France, je parle pas du régime, la République, ça, la France. Moi, je fais bien ce distinguo. Tu vois, je fais très bien ce distinguo entre les classes dirigeantes et le pays. C'est pour ça même que je me suis réconcilié avec des Américains, malgré qu'ils ont eu une succession de présidents merdiques. Et j'ai aujourd'hui des amis américains, et c'est le catch qui m'a permis d'avoir des amis américains. Comme quoi, le sport, quand c'est bien fait, ça apporte des choses, contrairement aux Jeux Olympiques qui n'amènent
que des polémiques et des tensions, et on le voit récemment avec la boxe. Et au final, on aime la France parce qu'on rencontre des gens, des cultures, des fêtes régionales, des histoires qui font que la France, elle est magnifique. Le Hauts-de-France, c'est mal exploité. Quand on voit les églises qu'il y a à Laon ou Laon, ça dépend comment les gens le disent, Soissons. Moi, j'ai eu la chance de catcher à Soissons. Dans le sacre de Clovis, moi, je suis rentré avec ma tenue d'arabe et mon drapeau tunisien. J'affronte 2 catcheurs français et au final, c'est moi qu'ils ont acclamé, qu'ils ont encouragé. Et ça, tu vois, avoir eu la chance d'être porté par la ville de Soissons et de visiter la ville de Soissons et de voir justement ce qui fait l'origine et la grandeur de la France, c'est magnifique. Je te parlerai, même si Amiens aujourd'hui socialement c'est la mort, mais Notre-Dame d'Amiens c'est incroyable. Je l'ai visité, c'est incroyable. Les belles choses qu'on a en France et qu'on dévalorise. Pourquoi ? Parce qu'au final, on a ce qu'on se plaignait d'avoir à l'époque de Marie-Antoinette, on l'a encore plus depuis presque 50 ans. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas C'est changé. quoi, les privilèges? Mais les privilèges, les surprivilèges, c'est pas des privilèges. Moi, je veux bien qu'il y ait des privilèges, mais là, c'est du surprivilège. C'est du surprivilège. Genre, quand même, excuse-moi encore de revenir à cette cérémonie, parce que on a eu cette prise de contact, parce que j'ai respecté ton travail. 11 000 € pour regarder une cérémonie de merde comme ça. 11 000 €. 11 000 € qu'on doit payer pour regarder ça. Et qu'on impose, en fait, une cérémonie qui n'a rien à voir avec le sport, mais qui n'a rien à voir avec la réalité française du sport. On aurait dû célébrer le sport. On n'aurait pas dû célébrer Paolo Pasolini, on n'aurait pas dû célébrer Gala, on n'aurait pas dû célébrer Barbara Bush ou même Philippe Catherine qui aime collectionner les cacas dans un Tupperware. On aurait dû célébrer le sport. On aurait dû célébrer tous ces bénévoles qui tiennent des clubs de foot, des clubs de rugby, qui prennent sur leur temps, qui prennent sur leur famille pour faire vivre le sport et faire monter des athlètes et qui des fois... Et là, c'est ça aussi la richesse de la France. Mais moi, elle fait monter des athlètes binationaux. Les gens qui jouent en équipe du Maroc, ils ont été formés en France. Beaucoup de gens qui jouent en équipe de Tunisie, ils ont été formés en France. Et que la France, en fait, soit elle comprend qu'elle peut rayonner et réussir à travers sa francophonie et qu'elle doit se reconnecter avec la population, soit on va continuer dans cette hégémonie scatophile. Moi, je vais te dire, ça va au-delà du blasphématoire. Bon, malheureusement, la République permet le droit au blasphème. Bon, pourquoi? Je ne suis pas vraiment pour, mais bon, allez. Mais ça va au-delà de ça. Mike, le blasphème a toujours existé. Oui, malheureusement. Mais même, tu sais, regarde, Jésus, dans son histoire, il a subi le blasphème. Le prophète Mohammed a subi le blasphème. Abraham a subi le blasphème. Moïse a subi le blasphème. Le blasphème a toujours été une opposition. Voilà, mais à la rigueur, bon, pourquoi pas? Et encore. Bon, bref. Mais là, il y a eu la symbolique de Satan. Dans le sens où on a... c'est comme si on l'a invoqué. C'est comme si on a invoqué une forme d'antéchrist que dans cette cérémonie, qu'on le demandait... Voilà, nous sommes prêts, nous humains, nous nous détournons du message divin et nous sommes prêts à l'arrivée, en réalité, de Belzébuth. Pour moi, c'est ça la cérémonie, en fait. On est dans une société de consommation aujourd'hui qui s'est tournée depuis très longtemps vers le diable, malheureusement. Et je pense pas que cette cérémonie ait vraiment apporté plus d'allégeance au diable. Moi, je pense que ça fait très longtemps qu'on est dans cette société qu'on dénonce être une société mammonique, une société, je sais pas, Vaudor, ce que vous voulez. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Et quand les gens vous disent que le blasphème ne tue pas, alors qu'est-ce que c'est que les sacrifices rituels? Expliquez-moi. Expliquez-moi tous ces enfants dont Karl Zéro parle, qui disparaissent, qui meurent et qu'on ne retrouve pas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah oui, des enfants de l'ASE, beaucoup, des enfants kidnappés, des enfants... clandestins, c'est pour ça qu'on fait rentrer beaucoup de clandestins. C'est vrai. D'ailleurs, j'invite les gens à voir le film Les Survivantes, je ne sais pas si toi tu l'as vu. Pas encore.
Pas encore. Excellent film. Aujourd'hui, tu sais, je préfère, tu sais, je suis à 18 de tension. Je fais tout pour rigoler, pour me Ouais, détendre. c'est vrai, vaut Parce mieux. que tu sais, quand tu travailles et que tu sais que tu n'arrives pas à finir le mois, il C'est vrai. faut arriver à déstresser. Alors, question d'auditeur qui nous parle de la drogue. Singapour semble avoir aussi une méthode efficace de lutte contre le trafic. Ce trafic vivant sur l'ensemble de la société et générant surtout des victimes chez les gens les plus vulnérables. Toute complaisance est en fait une complicité des politiques. Il n'y a donc aucune pitié à montrer pour les grands trafiquants et leurs exécutants qui, eux, n'ont aucun scrupule. Ce que nos politiciens appellent démocratie n'est qu'un ensemble de calculs à court terme. Ils sont les vrais coupables de cette décadence accélérée. Merci à vous pour cette émission et bravo à votre invité pour sa clairvoyance. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut justement avoir une solution radicale comme à Singapour? Bah, il faut de la fermeté, surtout envers la drogue, il faut de la fermeté. Reagan avait essayé de faire semblant de mettre de la fermeté, sachant que par derrière, la CIA avait soutenu le trafic de cocaïne et l'expansion du crack, justement, pour financer la guerre contre le communisme. Il faut, mais après, d'une certaine manière, pour éviter d'en arriver là, il faut de l'éducatif, il faut de la prévention et il faut de l'encadrement, mais il faut aussi surtout quelque chose qui est en train de se détruire, de la famille et de l'encadrement familial. C'est quelque chose qui est en train de se détruire en France et dans le monde entier. On a de moins en moins de familles et on a de plus en plus d'individualité, de solitude et d'angoisse qui amènent les gens justement à aller vers ces drogues. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à cause de la société dans laquelle nous vivons, des jeunes, par exemple, se réfugient dans la drogue? Bah oui, je veux dire, regarde aujourd'hui l'image de la France sur 40 ans. Avant, le divorce, c'était quelque chose de rare. Aujourd'hui, divorcer, c'est devenu super rare. Les foyers qui vivent sans mariage, ils sont super répandus. Les mamans solo, qui peuvent avoir 3 enfants de 3 pères ou 4 pères différents, c'est super répandu. Quand tu n'as plus cette structure, justement, du papa et de la maman, que tu n'as pas de cadre familial basé sur le mariage, basé sur les valeurs de la famille, toute religion confondue, comment tu veux en fait développer des individus sereins comme moi et toi on a pu avoir? C'est impossible. Tu auras forcément des gens déstructurés. Tu n'auras jamais des gens qui sont structurés à 100%. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui, moi je vois beaucoup de Français qui se plaignent, ils se mettent en couple et leur gosse c'est un chihuahua. Et après on dit ouais mais qui c'est qui va travailler pour nous financer nos retraites? Je crois pas que ce sera le chihuahua, il va crever avant toi. Faites des gosses, faites des gosses. Clairement, clairement. Je veux dire, et oui, c'est vrai que c'est dur et peut-être que moi je suis pas un exemple non plus parce que voilà, je suis pas encore père de famille. Mais à un moment donné, je veux dire, si on fait quelque chose, peut-être que on va amorcer une différence. Je comprends pas. Nos parents ont réussi à avoir des 4, 5, 7, 6, 7, 8 enfants, des fois 10 enfants. Et ils en ont fait ben, des gens solides pour le monde et pour la société. Et aujourd'hui, n'élever ne serait-ce qu'un gosse, ça finit mal. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la structure familiale telle qu'elle est, qui fait qu'aujourd'hui, ben, nos enfants ben, sont comme ça s'appelle, des victimes privilégiées de la grande criminalité, de la drogue et qui sombrent facilement. Et qu'au final, le plus gros drame pour un parent, ben, c'est de voir son enfant mourir. Et la base, ben, de tout ça, c'est la destruction de la famille qui se répand de plus en plus. C'est vrai qu'on détruit la famille. En plus, on a mis en place le mariage pour tous, qui est un accélérateur de destruction de la famille. Parce que moi, je le vois depuis. Bon, certains, même à Courtoisie, parfois ne sont pas d'accord avec moi, mais je le vois que avec le mariage pour tous, on a ouvert une boîte de Pandore sur toutes les questions de genre. Question de non-binaire, de savoir si, en fait, quand on a un fils, si c'est pas une fille. On a totalement déstructuré la famille. On a même détruit la famille. On a détruit la famille et les gens qui votent en croyant que ben, des partis vont défendre les familles et en fait non,
il se trompe totalement. Je veux dire, les valeurs familiales, il faut les retrouver aussi parmi les gens qui vous représentent politiquement. Comment on les retrouve, ces valeurs? Bah, c'est simple. Déjà, je veux dire, essayez de pousser déjà vos enfants vers le mariage, vers une union, vers une stabilité déjà. Faites-leur comprendre que voilà, les relations hasardeuses, bah, ça n'amènera à rien. Et que leur expliquer bah, la richesse de la vie des aïeux, comment ça se passait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en est loin. On est aujourd'hui dans la surconsommation, dans le matérialisme, dans le moi-je à travers les réseaux sociaux. Et en fait, il y a une telle élévation de l'ego qu'au final, les personnes, c'est des adolescents. Et c'est pour ça que, comme je te dis, les gens se mettent en couple pour élever des chihuahuas. C'est ça le projet de la France. C'est c'est ça, en fait. Mais est-ce que c'est juste un problème français ou c'est pas un Ah problème non, occidental? c'est un problème occidental et c'est un problème, je vais même te dire un truc, d'embourgeoisement moderniste, parce qu'aujourd'hui, ça, tu le retrouves dans la bourgeoisie tunisienne, dans la bourgeoisie algérienne, dans la bourgeoisie marocaine. Aujourd'hui, ce phénomène justement de couple libre occidental, il est en train de se répandre partout. C'est le capitalisme mondialisé, la globalisation qui l'impose. Oui, oui, le libéralisme avant tout, quoi. Voilà, le libéralisme dans les relations et le libéralisme dans la façon de concevoir son foyer. C'est ça, en fait. C'est un enfant, vas-y, bon, ça va être de la fatigue, ça va être de l'investissement. À la limite, un chihuahua, allez, c'est 3 promenades par jour, des croquettes, et on gagne plein de papouilles et plein d'instants à mettre sur Instagram. Donc, c'est mieux. C'est fou cette société là dans laquelle on vit. Regarde, on est aujourd'hui dans une société qui va donner plus de droits à un animal de compagnie qu'à un être humain qui est dans la rue. Déjà, où tu vas aller? Où tu vas aller? Où tu vas aller? Tu peux pas. Le social se meurt. Et l'un des lieux, pour avoir travaillé avec eux, hein, l'un des lieux privilégiés qui accordait beaucoup au social et à l'entraide, c'était l'Église, à travers même les structures du Secours catholique. Même ça, c'est en train de se casser la gueule. Dis-moi, cher Tarak, comment te retrouver, comment te soutenir dans ton action contre la drogue et comment te voir aussi catcher, tiens. Alors, il y a l'association La Remontée. Vous pouvez retrouver www.laremontée.fr. Vous pouvez regarder déjà les bilans et ce qu'on a fait. On a fait aussi des actions pour le vivre ensemble et pour la paix, en particulier sur le Proche-Orient. On avait un excellent projet qui aurait dû se faire si Benjamin Netanyahou et le Hamas n'avaient pas décidé de nous jeter dans la Troisième Guerre mondiale. Il y avait un superbe projet qui allait mettre des catcheurs palestiniens et des catcheurs israéliens de toute confession qui allaient justement venir sur Paris, venir catcher ici. Et après, on allait organiser aussi bien en Israël comme en Palestine des événements sportifs. Mais aujourd'hui, tout ça est gâché et je ne pense pas que ça verra le jour un jour. Et bien sûr, voilà tout ce qu'on a fait au niveau de la prévention sur l'ultraviolence, sur la criminalité, sur les stupéfiants. Donc rappelle-nous le site www.laremontée.fr. Et pour le catch, vous pouvez me retrouver dans ce qui nous sert de base aujourd'hui. C'est Lucha Remontada. Vous nous trouvez sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Ce dimanche, on organise un événement au bar La Lucha Libre, 10 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75 005 Paris. Et vous allez découvrir des jeunes talents qui vont venir du monde entier. On a un Québécois qui vient. On a des gens qui viennent de partout parce que pour eux, avoir la chance de catcher dans Paris, qui est le berceau du catch, c'est une opportunité sans précédent. Faute d'avoir l'Élysée-Montmartre, qui est la salle emblématique du catch, parce qu'aujourd'hui, c'est géré pour une autre programmation artistique, nous avons le bar La Lucha Libre qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Vous êtes les bienvenus et on va essayer d'organiser jusqu'à une fois par semaine des événements de catch. Et vous me verrez en tant que présentateur, mais vous aurez l'occasion aussi de me voir
catcher différents talents ou différents. Donc on peut être à 100 personnes et puis c'est sympa, il y a des coups à boire. C'est convivial, c'est au cœur du 5e arrondissement et. Comment ça s'appelle la Lucha? La Lucha Libre. La Lucha Libre. Avec notre page. Donc dans le quartier Mouffetard. Ouais. On est pas loin du RER Saint-Michel. Voilà, on est pas loin du RER Saint-Michel. Le métro, j'ai oublié le nom, c'est sur la ligne 10. Et non, ouais, voilà. L'adresse encore 10 rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Voilà, 10 rue. En plus, la Montagne Sainte-Geneviève, voilà, il faut venir, il faut y aller. Donc à la Lucha. En tout cas, merci à toi, cher Tarak. Merci à vous d'avoir été si nombreux, d'avoir posé des questions. Voilà, l'objectif étant de faire parler des gens que vous ne connaissez pas forcément et qui ont des parcours de vie, qui militent. Parce que, on se dit des choses, on est un peu pessimiste, mais en réalité, il y a quand même des gens dans ce pays qui veulent que ça marche. Bah oui. Il faut que ça marche. Et on va réussir. Et on va quand même réussir. Mais, déjà, faisons en sorte que ça marche entre nous, faisons en sorte que ça marche dans nos familles. Et si on a accompli ça, on a accompli un grand exploit. Merci à toi, cher Tarak Sassi. Passez une excellente journée et à la prochaine. Allez, salut, ciao. Ciao. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.